Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Alors cette semaine, il sera question de la Nissan Sentra 2024, légèrement remodelée et toujours offerte avec une boîte manuelle, ce qui est de plus en plus rare dans ce segment-là. On revient bien sûr sur le lancement du Toyota 4Runner, le dévoilement du Toyota 4Runner qui a fait énormément jaser. Et on parlera de la compétition qui pourrait éventuellement arriver pour concurrencer le 4Runner qui s'est établi une place de choix dans son segment. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Aujourd'hui, on sait que les Tesla modèles 3, Y, X et S sont assemblés à l'usine de Fremont en Californie. Mais quelle était la voiture qui était assemblée à cette usine avant que Tesla n'en prenne possession? Eh bien, la réponse, c'était la Pontiac Vibe qui a été assemblée là-bas de 2003 à 2010. Il y a eu deux générations de la Pontiac Vibe, évidemment, une voiture qui dérivait directement de la Toyota Matrix. Il y a eu une association pendant très longtemps entre Toyota et GM. On se souvient que GM fournissait des Cavaliers pour le marché japonais qu'on vendait là-bas sous le nom de Toyota Cavalier. Et à l'inverse, Toyota fournissait une Corolla qu'on vendait chez nous sous le nom de Chevrolet Nova et qui a été vendue un peu plus tard aux États-Unis sous le nom de Geo Prism. Toyota 4Runner maintenant, véhicule qui fait énormément jaser. On revient avec une formule très angulaire, très utilitaire, sans surprise avec les mêmes motorisations que la dernière génération du Toyota Tacoma. Donc le 4 cylindres 2,4 litres turbo qui fait 278 chevaux, sinon la version hybride à 326 chevaux. Alors, ça risque d'être très intéressant, ce véhicule-là, pour le marché nord-américain. Mais évidemment, la question qu'on se pose, face à un joueur aussi important que le 4Runner, que font les marques comme GMC, comme Nissan, qui n'ont aucun véhicule dans ce segment? Il n'y a pour l'heure que Jeep et Ford qui proposent, bien sûr, le Wrangler, le Bronco, mais pas d'autres concurrents directs du Toyota 4Runner. Et on s'attendrait pourtant à ce que Nissan lance un Xterra, par exemple, ou revienne avec un Xterra sur le marché. Ça fait partie des plans. Je sais que Nissan travaille actuellement à l'élaboration d'un authentique 4x4 basé sur un châssis à échelle. Alors, est-ce que ce véhicule-là sera nommé Xterra? Est-ce qu'on le commercialisera chez nous ou uniquement du côté de l'Europe? On n'a pas encore de réponse à ce sujet-là, mais Nissan travaille sur un authentique 4x4 qui n'aurait pas de motorisation hybride et on peut évidemment imaginer que ce véhicule-là exploiterait les mêmes éléments qu'on retrouve actuellement dans la camionnette Frontier, une camionnette qui utilise toujours un moteur V6 de grosse cylindrée, ce qui est un peu contre-courant si on compare à la compétition actuelle. D'ailleurs, Toyota a troqué le V6 du 4Runner pour un 4 cylindres turbo-compressé. Et il faut s'attendre à ce que la compétition fasse de même. Maintenant, est-ce qu'on peut aussi s'attendre à ce que la marque GMC débarque éventuellement avec un authentique VUS pour venir rivaliser avec le Jeep Wrangler, le Ford Bronco et le Toyota 4Runner? Parce que General Motors n'a pas de véhicule de ce genre dans son créneau. On perd énormément de ventes. On sait à quel point le Bronco et le Wrangler sont populaires pour leurs marques respectives. Même chose pour le Toyota 4Runner qui risque de gagner des parts de marché à la vue de cette nouvelle génération qui a été dévoilée. Du côté de GM, on a les outils. On pourrait se distinguer justement chez GMC avec un produit qui n'aurait pas d'équivalent du côté de chez Chevrolet en ramenant le nom Jimmy. On sait que Chevrolet, de son côté, a ramené le nom Blazer il y a quelques années, mais en l'attribuant à un VUS contemporain, donc qui n'a rien à voir avec un authentique 4x4. Mais du côté de chez GMC, de lancer un Jimmy qui exploiterait par exemple les bases du GMC Canyon, ça serait franchement logique. On a un châssis à échelle, on a un moteur 4 cylindres turbo-compressé qui a 430 livres-pieds de couple, on a tous les outils nécessaires et on a même évidemment élaboré des versions très poussées en matière de conduite hors route. La version AT4X, par exemple, du GMC Canyon est très performante à ce niveau-là. Alors, on peut s'imaginer que l'équivalent en VUS pourrait exister du côté de chez GMC et malheureusement, aucun son de cloche de ce côté-là. GM ne semble même pas avoir de plan en ce sens et si c'est le cas, c'est un secret très bien gardé parce que ça fait des années qu'on pose des questions à ce niveau-là. Alors, Toyota en profite en attendant, en étant le seul constructeur japonais à proposer un produit de ce genre sur le marché nord-américain. Nissan éventuellement reviendra avec quelque chose, mais quelle en sera la formule et est-ce que ce sera vendu sur le marché nord-américain? On n'a pas de réponse encore de ce côté-là. Et sinon, pendant ce temps, Jeep et Ford font des affaires d'or avec le Wrangler et le Bronco, qui ont évidemment beaucoup plus de déclinaisons de versions
versions que le 4Runner, mais qui évidemment n'ont pas cet avantage d'avoir une motorisation hybride, évidemment si on fait fi du Jeep Wrangler 4XE qui est un hybride rechargeable. Alors à suivre en ce qui concerne le futur de ce segment de véhicules qui pourrait éventuellement grossir de façon considérable, mais en attendant, Toyota va connaître beaucoup de succès avec son 4Runner de nouvelle génération, un véhicule qui se positionne hiérarchiquement sous le Land Cruiser qui lui aussi est nouveau cette année. Maintenant, quelques mots sur la Nissan Sentra qui a reçu quelques petites retouches cette année en 2024, voiture qui fête ses 5 ans sous cette forme. Elle avait été lancée en 2020, connaît un bon succès, mais se situe dans la cave du classement des voitures compactes en matière de vente. Et ça s'explique par un élément, le fait qu'on ait une seule motorisation et qu'on n'ait pas une gamme de modèles très variés. Cela étant dit, Nissan propose quand même cet avantage, si on peut s'exprimer ainsi, d'avoir une boîte manuelle offerte sur la version S et la version SR. Et la seule autre berline compacte du marché à offrir une boîte manuelle, c'est la Jetta. La Jetta régulière qui, elle aussi, est offerte avec une boîte manuelle. Mais du côté de Mazda, de Honda, de Toyota, il n'y a plus de boîte manuelle dans les berlines. On peut obtenir des boîtes manuelles que sur des modèles à haillons et sur certaines versions spécifiques. Alors évidemment, la transmission manuelle est en voie d'extinction. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a cependant pas de boîte manuelle d'offerte dans la Sentra, alors ce sera une curiosité pour les Américains de voir cette voiture-là dotée d'une transmission manuelle, mais on peut s'attendre évidemment à ce que celle-ci disparaisse éventuellement. La Sentra, c'est une des voitures les moins populaires de son segment, je le disais, nez à nez avec la Jetta, plus populaire que la Subaru Impreza qui est dans l'ombre de la Crosstrek, on le sait, mais si on regarde du côté des coréennes, bon, l'Elantra est beaucoup plus populaire, la Forte, légèrement plus populaire. On sait que ce modèle-là est remplacé très prochainement par la Kia K4, qui elle aussi risque de connaître beaucoup de succès. Et évidemment, au sommet de la catégorie se situe la Corolla et juste en dessous la Honda Civic, quelques centaines d'unités de différence qui ont été vendues sur le marché canadien en 2024. Alors la Corolla qui se vendait à un peu plus de 28 000 unités et du côté de Nissan, c'est un peu plus de 8 000 unités qui étaient vendues de la Sentra. C'est quand même beaucoup plus que la Versa, que l'Altima, qui sont deux berlines à la dérive qu'on risque d'abandonner très prochainement chez Nissan. Mais cela étant dit, la Sentra demeure une excellente valeur dans la mesure où on opte pour une version pas trop équipée. Le modèle qui est ici, c'est une version SR Premium. Alors là, la facture dépasse les 33 000 et rendu là, peut-être qu'on peut obtenir mieux du côté de la compétition avec des motorisations plus poussées, avec un peu plus de technologie. Mais si on demeure raisonnable avec les options, qu'on choisit par exemple une version SV de milieu de gamme qui va coûter autour de 28 000 bien là, ça devient un produit très alléchant. Voiture qui est fiable, qui est frugale. On a d'ailleurs retravaillé cette année le rendement de la transmission CVT pour améliorer la consommation de carburant qui va se situer en moyenne autour de 6,5 litres au 100. Alors, c'est très impressionnant. Vous allez rouler sous la barre des 6 litres au 100 sur route, autour de 5,7, 5,8 litres au 100 sur route. Alors, c'est franchement intéressant. Cette voiture-là, il faut aussi savoir qu'elle est plus confortable que la moyenne. C'est son gros avantage. Les sièges confortables, un empattement qui est très long. Alors, pour de longs trajets, c'est une voiture à considérer. Moins bruyante que certaines rivales comme la Corolla, la Civic notamment. Et il faut aussi souligner que le coût de possession à long terme est très faible. Évidemment, ça consomme peu, c'est moins cher en assurance que la compétition, les coûts d'entretien sont très faibles, mais la dépréciation sera peut-être un peu plus forte en pourcentage que celle d'une Honda Civic, une Toyota Corolla, que vous allez évidemment payer beaucoup plus cher. En terminant, la question de la semaine, quel a été le dernier VUS à toit rigide et à 2 portières à être vendu chez nous en Amérique du Nord? Réponse lors du prochain vidéo.